Dans le sol perpétuellement gelé de Sibérie et d'Alaska, on trouve des millions d'ossements mêlés ayant appartenu à des animaux qui ont péri dans un cataclysme. Le grand mammouth n'a pas succombé aux chasseurs de la préhistoire. Il a été fauché par une catastrophe naturelle. Au début du XXe siècle, des trappeurs sibériens découvrent le squelette gelé d'un animal gigantesque. On le déterre, puis on l'analyse. Son estomac contient les restes de plantes poussant sous un climat tempéré. L'animal a été congelé à une vitesse qui dépasse les capacités des congélateurs les plus modernes. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 12 000 ou 13 000 ans, un grand froid s'est abattu sur la Sibérie, qui ne s'est plus jamais réchauffé depuis. L'énigme des mammouths congelés en quelques heures a suscité quantité d'anecdotes, certaines véridiques, d'autres non, comme celle des steaks de mammouth servis à Fairbanks, en Alaska. L'une des anecdotes probablement authentiques est rapportée par le baron Wrangel, un naturaliste russe du XIXe siècle. Sur l'île qu'il découvre dans l'archipel des îles aux ours, au nord de la Sibérie, et à laquelle il va donner son nom, le sable était littéralement retenu par des digues de défense de mammouths et d'ossements d'autres animaux disparus lors d'une mystérieuse catastrophe primitive. Ces extinctions de masse, cette terrible activité volcanique, la rapidité de la fonte des glaces, tout cela semble indiquer qu'une immense révolution climatique a eu lieu il y a environ 12 000 ans. Mais la cause de cette révolution reste énigmatique. Qu'est-ce qui a donc causé la fin de la période glaciaire ? Qu'est-ce qui a pu provoquer un cataclysme mondial? L'une des meilleures hypothèses avancées est celle de l'Américain Charles Hapgood. Il parle d'un déplacement de l'écorce terrestre. Selon lui, l'écorce de toute la planète aurait glissé subitement. L'écorce terrestre ne représente que 0,3% de la masse totale de la planète. Mais elle peut glisser, comme l'écorce d'une orange si elle n'était pas solidaire de la chair. L'écorce terrestre, plus fine qu'une coquille d'œuf, repose sur un magma liquide en fusion. En la matière, la théorie dominante est celle de la tectonique des plaques, c'est-à-dire la lente dérive des continents sur des centaines de millions d'années. Les scientifiques ont commencé par rejeter cette théorie pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, ils refusent de croire que l'écorce terrestre puisse glisser subitement d'un seul bloc. L'hypothèse du déplacement de l'écorce terrestre a toutefois fasciné un grand chercheur. S'il avait vécu plus longtemps, on aurait donné plus de crédit à cette thèse. Le nom de ce scientifique, Albert Einstein. Il a dit en résumé, quand je suis tombé sur les travaux de Hapgood, j'ai été comme électrifié. C'est une idée simple, mais qui pourrait expliquer toute une série de problèmes. Pour Hapgood, la question à poser était quel mécanisme a pu mettre toute l'écorce terrestre en branle? Et c'est Einstein qui a suggéré une réponse. À l'époque, l'énorme masse de glace qui se forme au pôle peut atteindre plus de 3 km d'épaisseur. Elle s'étend jusqu'au milieu du continent américain. Si ces milliards de tonnes de glace se forment de manière déséquilibrée, ils peuvent faire vibrer toute la planète, comme une roue quand on place un énorme poids sur son bord. Et cette vibration serait suffisante pour provoquer un glissement de l'écorce terrestre. Il y a 55 000 ans, le pôle Nord était proche de l'Europe. Mais il a brusquement glissé dans la baie d'Hudson au Canada. Vers 12 500 avant Jésus-Christ, il s'est à nouveau déplacé subitement vers un point situé à plus de 3000 km de sa position actuelle. Ou vaut-il mieux dire que les terres et les mers ont été propulsés vers le pôle à la suite d'un brusque déplacement de l'écorce terrestre? Si tel est le cas, c'est l'un des phénomènes qui a pu provoquer la fin de la période glaciaire. Le déplacement fait sortir l'Amérique de la zone polaire. La mer située au nord se couvre d'une couche de glace de quelques mètres seulement. La colossale plaque de glace de plus d'1,5 km d'épaisseur qui s'étendait au-dessous de l'Amérique fond soudain en quelques années. Ce qui est intéressant dans la thèse Hapgood-Einstein, c'est qu'elle explique de nombreux mythes, outre celui du déluge.
Des mythes qui parlent de séismes terribles, de catastrophes volcaniques, d'une pluie noire descendant du ciel, de pays entiers soudain couverts de gel. On voit bien que c'est exactement ce qui pourrait arriver si l'écorce terrestre glissait brusquement. D'un coup, des régions froides deviendraient chaudes. Et des espèces comme le mammouth de Sibérie, qui a congelé en un rien de temps, seraient exterminées. Si un déplacement de l'écorce terrestre a réellement provoqué un déluge qui a anéanti toute une civilisation, où vivait cette civilisation? Les spécialistes avancent diverses hypothèses. L'île grecque de Santorin, détruite par une éruption colossale. La cité antique de Troie. L'île allemande de Helgoland, emportée presque tout entière par la mer du Nord. On a aussi cherché des continents engloutis sous l'océan Atlantique, mais sans jamais rien trouver. C'est bien cela qui a disqualifié l'Atlantide de Platon aux yeux des scientifiques. Les océanographes ont dressé la carte des fonds marins de l'Atlantique et du Pacifique. Et il n'y a pas de continent disparu. Quoique... Platon décrit l'Atlantide comme une île-continent parcourue de montagnes et perdue au beau milieu d'un vrai océan. Le vrai océan est bien entendu l'océan planétaire. Ce n'est que plus tard qu'on a divisé les eaux en différents océans, Atlantique, Pacifique, etc. En réalité, il n'existe qu'un seul océan immense. Certains mythes des quatre coins du globe sont très explicites sur ce qui s'est passé. Dans la littérature védique, l'île est non seulement détruite par un déluge, mais en plus, elle finit recouverte de neige et de glace. Donc, il faut chercher une île couverte de glace au milieu de l'océan. L'Antarctique est une très bonne candidate. Si le pôle Nord s'est déplacé, le pôle Sud aussi. D'après Flemhatt, une partie de l'Antarctique se trouvait dans une zone tempérée il y a 12 000 ans. Elle peut très bien avoir abrité une civilisation qui a disparu lorsque le continent s'est rapproché du pôle Sud. Pour lui, c'est ce qui explique ces cartes montrant des régions de l'Antarctique telles qu'elles sont sous la glace. L'amiral turc Piri Reis fait preuve d'une connaissance de l'Antarctique tout bonnement impossible à son époque. Les services cartographiques de la marine, mais aussi de l'armée de l'air, disent « Nous avons comparé les montagnes et les sommets et la similitude est étonnante. » Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on ne parle pas d'une seule et unique carte, celle de Piri Reis, qui pourrait être mise de côté, mais de dizaines de cartes. La carte de Phineus, par exemple, est très précise concernant la configuration générale de l'Antarctique. Elle indique des rivières qui existent bel et bien, mais qu'on ne connaissait pas au XVIe siècle. Nous n'avons pas découvert le continent antarctique avant les années 1800. Alors, comment des cartographes européens ont-ils pu le représenter des siècles plus tôt? La seule explication possible, d'après Flemhatt, est qu'ils ont copié des copies de cartes qui remontent à des lustres. À leur époque, ces informations n'étaient pas censées exister. Ce n'est qu'au cours des 25 dernières années qu'on a découvert l'existence de l'Antarctique sous la calotte polaire. C'est un continent bordé de quelques îles, avec une mer de glace entre les deux. Or, tout cela, cette carte le montrait déjà. Ces îles correspondent à cette région. Les chutes de neige sont très importantes ici et quasiment inexistantes là. Ces îles devaient n'en former qu'une avant de se rattacher au continent. Et donc, il a dû y avoir un passage ici pendant plusieurs milliers d'années. Et ici aussi, probablement. Ensuite, ces îles n'en ont plus formé qu'une. Ce qui est décrit ici est ce qui s'est produit, d'après moi, vers 8000 avant Jésus-Christ, 6000 au plus tard. On n'a aucun moyen de savoir comment ça s'est produit, si ce n'est en postulant l'existence d'une civilisation qui avait des connaissances de la navigation et de la topographie que nous n'avons fait que réinventer à notre époque. Alors, les débuts de la civilisation humaine sont-ils plus anciens qu'on ne le croyait? Vous pensez peut-être que de nombreux arguments avancés ici ne sont que de pures conjectures, qui prises isolément sont faciles à réfuter. Mon hypothèse est qu'en assemblant tous ces éléments comme autant de pièces d'un grand puzzle, un schéma apparaît, une silhouette émergeant du brouillard. C'est celle d'une civilisation qui a disparu et fut oubliée bien avant que ne débute l'histoire connue des hommes.